Le matin du 17 avril 1847 se leva sous un épais brouillard londonien qui s'accrochait aux fenêtres de la chambre d'Isabella Munro comme des doigts fantomatiques. La brume semblait tenir le monde en suspension, comme si la nature elle-même retenait son souffle pour la journée monumentale qui s'annonçait. Dans l'aile du domaine Munro, les domestiques s'affairaient depuis avant l'aube, portant de l'eau chaude pour le bain de la mariée, repassant le linge et arrangeant les fleurs arrivées la veille au soir de la serre de Richmond. Isabella se tenait parfaitement immobile devant le grand miroir orné pendant que sa femme de chambre Martha fixait les derniers boutons de nacre de sa robe de mariée. Cette création était un chef-d'œuvre de soie ivoire importé de Lyon et de dentelle belge si délicate qu'elle semblait flotter autour de sa silhouette élancée. 6 mois de travail par les meilleures couturières de Londres avaient abouti à ce vêtement conçu pour transformer la fille d'un noble en duchesse. « Vous êtes absolument radieuse, mademoiselle Isabella », chuchota Martha, la voix chargée d'émotion en arrangeant délicatement le voile sur les cheveux châtains d'Isabella. Martha était à son service depuis qu'Isabella avait 7 ans, et les yeux de la femme de chambre brillaient d'une fierté maternelle tandis qu'elle reculait pour admirer son travail. Isabella étudia son reflet d'un regard critique. La femme qui lui faisait face était posée et élégante, avec des traits agréables, sinon frappants, un nez droit, des yeux gris clairs et une bouche qui se courbait naturellement en une expression sérieuse. Ses cheveux châtains avaient été arrangés en une coiffure élaborée sous le voile, ornée de fleurs d'oranger et de petites épingles de nacre. Une légère touche de rouge colorait ses joues, et le léger tremblement de ses mains gantées était le seul signe extérieur de son trouble intérieur. Ce jour marquait le couronnement de ses 22 ans d'existence, le jour où Isabella Munro deviendrait enfin la duchesse de Richmond, accomplissant le destin tracé pour elle avant même qu'elle puisse prononcer son premier mot. « Merci, Martha », répondit-elle doucement en touchant le collier de perles à sa gorge. Un cadeau du duc envoyé ce matin-là accompagné d'une note formelle exprimant son impatience pour leur union. J'ai préparé ce jour toute ma vie. En effet, depuis le moment où son père, Lord William Munro, et le vieux duc de Richmond s'étaient serré la main au-dessus de son berceau, scellant son destin avec un contrat de mariage écrit sur parchemin et marqué des sceaux des 2 maisons, Isabella avait été façonnée pour ce rôle. Chaque leçon, chaque compétence qu'elle avait acquise était destinée à la préparer à se tenir aux côtés de l'un des ducs les plus puissants d'Angleterre. Elle avait maîtrisé le français à 10 ans, ajoutant l'italien et l'allemand à 15. Elle pouvait jouer les sonates les plus difficiles de Beethoven avec une perfection technique, peut-être avec moins de passion que son maître de musique l'aurait souhaité. Ses paysages à l'aquarelle avaient été loués par des artistes de l'Académie royale, et elle pouvait réciter de mémoire les hiérarchies complexes et les nuances subtiles de l'étiquette correcte qui régissait la société aristocratique. Et quelque part au fil des années de préparation, l'acceptation docile de la jeune fille avait fleuri en une véritable affection. Elle n'avait rencontré Édouard Richmond qu'une poignée de fois, toujours dans des contextes strictement chaperonnés, des dîners formels, une garden party dans sa propriété de campagne, une fois à l'Opéra de Londres, où il avait commenté favorablement son français. Son maintien digne et ses mots aimables occasionnels avaient suffi à son cœur romantique pour tisser des rêves élaborés. Dans l'intimité de son journal, elle avait pratiqué la signature de son nouveau nom, Isabella Richmond, duchesse de Richmond. L'écriture élégante témoignait de son excitation secrète. « La voiture attend, mademoiselle », annonça le majordome Simons depuis l'embrasure. Son visage habituellement impassible trahissait une pointe de fierté à la vue de la mariée. « Lord Munro est prêt à vous escorter. » Isabella prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Martha drapa soigneusement le voile de toute longueur sur son visage, une barrière symbolique entre la jeune fille qu'elle avait été et la femme qu'elle était sur le point de devenir. « Vous ferez une belle duchesse, mademoiselle Isabella », chuchota Martha en faisant un dernier ajustement à la traîne. « La plus belle que Richmond ait jamais connue. » Le trajet du domaine Munro à la chapelle ancestrale de Richmond dura 20 minutes en voiture. Le brouillard du matin avait commencé à se lever, révélant des aperçus de la luxuriante campagne d'avril en fleurs. La chapelle ancestrale de Richmond se dressait sur une douce colline surplombant le vaste domaine familial, ses murs de pierre grise et ses flèches gothiques datant du XVe siècle. À l'approche de la voiture d'Isabella, elle aperçut des représentants des familles les plus prestigieuses d'Angleterre entrant dans l'église de pierre. Des dames dans leurs plus belles robes et leurs chapeaux élaborés, des messieurs en tenue formelle du matin avec des hauts de forme brillants et des cannes de marche, la crème de la société anglaise s'était rassemblée pour assister à l'union de 2 grandes maisons. Le cœur d'Isabella s'emballa sous son corset étroitement lacé. Par la fenêtre de la voiture, elle vit le duc de Wellington lui-même, héros de Waterloo, monter les marches de la chapelle. Des ministres du cabinet, des pairs du royaume, même de lointains cousins royaux,
tous étaient venus voir Isabella Monroe accomplir la promesse faite à sa naissance. La voiture s'arrêta devant les anciennes portes en chêne de la chapelle. Son père, Lord William Monroe, un homme sévère de 50 ans dont le sens des affaires avait élevé le statut de leur famille au-delà de leur titre relativement récent, attendait pour l'aider à descendre. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés, son expression traduisant la satisfaction plutôt que l'affection paternelle. « Aujourd'hui vous accomplissez votre devoir envers notre famille, dit-il en lui offrant son bras, son salut habituel remplaçant tout mot paternel de tendresse ou de fierté. Le mariage cimenterait la place des Monroe dans la société, intégrant leur richesse marchande dans le cercle aristocratique grâce à une alliance avec l'un des titres les plus anciens d'Angleterre. « Oui, père », répondit Isabella docilement, bien qu'à l'intérieur son cœur chantât de joie secrète. Car pour elle, ce jour était plus que le devoir ou l'avancement familial. Il s'agissait de commencer sa vie avec Édouard, l'homme qui avait occupé ses pensées pendant des années. Les portes de la chapelle s'ouvrirent pour révéler l'intérieur transformé par des centaines de roses blanches et de bougies allumées. Les invités assemblés, près de 300 membres de l'élite anglaise, se levèrent lorsque le quatuor à cordes entonna la marche nuptiale. Les anciens murs de pierre semblèrent retenir leur souffle tandis qu'Isabella faisait son premier pas dans l'allée au bras de son père, son regard fixé sur les larges épaules d'Édouard à l'autel devant elle. Il se tenait grand et fier dans sa tenue formelle, son profil aristocratique séduisant se détachant sur les vitraux représentant les victoires militaires de ses ancêtres. La lumière du matin filtrait à travers le verre coloré, projetant une lueur multicolore sur la scène. Isabella était à mi-chemin dans l'allée lorsqu'elle aperçut sa sœur Charlotte, âgée de 17 ans, assise au premier rang. La cadette des Monroe paraissait particulièrement ravissante dans une robe de soie bleu pâle qui mettait en valeur son teint clair, ses boucles dorées arrangées élégamment sous un chapeau orné de myosotis. Charlotte croisa son regard et sourit, mais quelque chose dans ce sourire, une lueur complice peut-être, ou un soupçon de triomphe secret, fit trébucher Isabella un instant. L'emprise de Lord Monroe sur son bras se resserra, l'encourageant à avancer. Les derniers pas vers l'autel semblèrent s'étirer à l'infini tandis que le cœur d'Isabella battait d'impatience. Enfin, ils atteignirent le devant de la chapelle, où l'ancien vicaire attendait avec un livre de prières ouvert. Lord Monroe plaça la main d'Isabella sur le livre de prières, lui donnant symboliquement à l'église et à son mari. Alors qu'Isabella prenait place à côté du marié, Édouard se retourna enfin pour lui faire face. Elle s'attendait à voir de la chaleur dans ses yeux, peut-être même de l'admiration en la voyant pour la première fois en mariée le jour de leur mariage. À la place, son expression était froide, distante et déterminée. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur permanente de la chapelle de pierre traversa les veines d'Isabella. Avant que le vicaire pût prononcer les premiers mots de la cérémonie, Édouard leva la main en geste d'interruption. « Je dois m'adresser à l'assemblée », annonça-t-il, sa voix résonnant dans la chapelle soudainement silencieuse. Isabella resta figée, tenant toujours son bouquet de roses blanches, de lys et de myrte. Le parfum des fleurs lui sembla soudain étouffant, accablant. « Je ne peux pas poursuivre cette union, » déclara Édouard, chaque mot tombant comme une pierre dans une eau tranquille, envoyant des ondes de choc à travers les invités assemblés. Des soupirs et des murmures s'élevèrent des bancs tandis que les éventails s'agitaient avec une vigueur accrue. Isabella sentit le sang se retirer de son visage tandis qu'Édouard s'éloignait de ses côtés. La distance entre eux, à peine quelques centimètres dans l'espace physique, semblait s'étirer en un abîme infranchissable. « Mademoiselle Charlotte Monroe, continua-t-il en se tournant vers la sœur cadette d'Isabella, a capturé mon cœur par sa vivacité et sa jeunesse. C'est elle que je souhaite faire ma duchesse. » Charlotte se leva de sa place au premier rang, un éclat de triomphe colorant ses joues alors qu'elle croisait le regard d'Édouard. Le choc qui se répandit dans l'assemblée était palpable. Des dames tendirent la main vers leur selle. Des messieurs échangèrent des regards d'intérêt scandalisés, et le livre de prière du vicaire glissa de ses doigts stupéfaits pour atterrir avec un bruit sourd sur le sol de pierre. Mais aucune de ces réactions ne pénétra le brouillard d'humiliation et de trahison qui enveloppait Isabella. La douleur qui lui transperça le cœur était physique dans son intensité, lui coupant le souffle et brouillant sa vision. « C'est scandaleux », tonna Lord Monroe, s'avançant le visage crispé de fureur. « Nous avons un contrat, Richmond, un accord contraignant entre nos familles. » « Un contrat que je suis prêt à honorer financièrement, » répondit Édouard froidement, se tournant vers son presque beau-père avec l'assurance d'un homme dont le titre et la fortune le rendaient pratiquement intouchable. « Le double de la dot sera transféré sur vos comptes d'ici la fin de la semaine en compensation, mais je ne me lierai pas pour la vie à une femme quand j'en préfère une autre. Même vous,
Lord Monroe, avec votre passé dans le négoce, devez comprendre la valeur du choix de la meilleure option quand elle se présente. La référence délibérée aux origines commerciales de Lord Monroe, source à la fois de richesse et d'insécurité sociale, était une insulte calculée qui enflamma davantage la situation. Plusieurs amis de Lord Monroe s'avancèrent en signe de soutien, tandis que les relations des Richmond se serraient autour d'Édouard. Isabella se tenait immobile au milieu du chaos croissant. Les regards apitoyés des invités assemblés, la rougeur furieuse sur le visage de son père, le regard de victoire à peine dissimulé de Charlotte. Tout cela tourbillonnait autour d'elle dans un tableau cauchemardesque dont il n'y avait pas d'issue. « Tenez, Bella, dit Édouard, s'adressant enfin directement à elle, sa voix baissée pour que seuls elle et ceux qui se trouvaient le plus près puissent entendre. Vous êtes une femme accomplie, et je suis certain que vous ferez à quelque gentilhomme une épouse convenable. Mais votre sœur possède la jeunesse et l'esprit mieux adaptés pour être ma duchesse. Je suis certain que vous comprenez les considérations pratiques. Des considérations pratiques. Comme si ses 22 ans la rendaient d'une certaine manière moins précieuse que Charlotte, 17 ans. Comme si la dévotion qu'elle avait cultivée, les compétences qu'elle avait perfectionnées, les rêves qu'elle avait nourris ne signifiaient rien comparé au joli visage et aux manières flirteuses de sa sœur. Avec une dignité qu'elle ne savait pas posséder, Isabella tendit son bouquet à Martha, qui s'était précipitée à ses côtés depuis l'endroit où les domestiques observaient au fond de la chapelle. « Je comprends parfaitement, votre grâce, répondit-elle, sa voix remarquablement assurée malgré le tremblement intérieur. Vous avez exprimé vos préférences très clairement. » Elle détacha le collier de perles de sa gorge, son cadeau livré le matin même, et le lui tendit. « Je crois que ceci appartient à votre duchesse choisie. » Édouard parut momentanément décontenancé par son calme, ayant peut-être attendu des larmes ou des supplications. Il prit le collier machinalement, semblant incertain pour la première fois depuis le début de la procédure. Isabella se tourna alors vers Charlotte, qui eut au moins la grâce de baisser les yeux un instant. « Je vous souhaite la joie de votre choix, ma sœur, dit-elle, chaque mot précis et contrôlé. Puisse-t-il vous apporter tout le bonheur que vous méritez. » L'accent subtil mis sur ce dernier mot n'échappa pas à Charlotte, dont le sourire triomphant vacilla légèrement. Sur ces mots, Isabella rassembla son élaborée traîne sur un bras et se détourna de l'autel, la tête haute malgré les larmes menaçant de déborder. Elle repartit dans l'allée seule. Le même chemin qu'elle avait parcouru quelques instants auparavant en tant que mariée devenait maintenant sa voie de retraite. Chaque pas mesuré et digne malgré les chuchotements qui la suivaient comme un brouillard empoisonné. Abandonnée à l'autel pour sa propre sœur. À 22 ans, presque bonne à marier déjà, la malédiction de Richmond frappe encore. Ces fragments de commérage, qui se répandraient bientôt dans toute la société londonienne comme un feu de forêt, semblaient flotter dans l'air autour d'elle. Isabella Monroe, qui avait toujours suivi chaque règle, rempli chaque attente, se retrouvait maintenant au cœur de ce qui deviendrait sans aucun doute le scandale de la saison. À l'extérieur, loin des yeux curieux de la société, Isabella laissa enfin son pas chanceler. La lumière du soleil d'avril semblait une moquerie des ténèbres qui s'étaient abattues sur sa vie. Sa composure soigneusement cultivée, maintenue pendant des années d'entraînement à un comportement correct, vola en éclats à mesure que l'énormité de l'humiliation la submergeait. « Mademoiselle Isabella » appela Martha en se précipitant après elle avec une cape pour la protéger à la fois du froid printanier et des regards indiscrets. « Laissez-moi vous ramener chez vous. »« Pas chez moi » articula Isabella à travers ses lèvres tremblantes, les premières larmes commençant à couler sur ses joues. « Je ne peux pas affronter ces murs maintenant, sachant comment père me regardera, comme la fille qui a manqué à son seul devoir. Emmenez-moi à la maison de ville de tante Agatha à Londres. Elle au moins comprendra ce que signifie être jugée insuffisante par un homme. » Martha hocha la tête, faisant signe frénétiquement au cocher des Monroe, qui avait attendu pour transporter le couple nouvellement marié au petit déjeuner de noces. Il ramena rapidement la voiture, aidant Isabella à monter, tandis que Martha la protégeait des premiers curieux qui commençaient à émerger de la chapelle. Alors que la voiture s'éloignait de la chapelle, Isabella aperçut un dernier aperçu par la fenêtre d'Édouard et Charlotte debout ensemble sur les marches, ayant déjà l'air du parfait couple ducal, tandis que les invités se pressaient autour d'eux avec un enthousiasme renouvelé. Le scandale serait énorme, mais le titre d'Édouard et la jeunesse et la beauté de Charlotte finiraient par atténuer l'inconvenance. La société pardonnait toujours aux jeunes, aux beaux et aux puissants. La vie qu'Isabella avait préparée depuis sa naissance lui avait été arrachée en un instant, la laissant à la dérive dans une société qui la définirait pour toujours par ce rejet.
Le mariage soigneusement arrangé qui devait être son couronnement était devenu sa plus grande humiliation. Les compétences qu'elle avait acquises pour être la duchesse parfaite semblaient maintenant aussi inutiles qu'une voile de navire dans un désert. À 22 ans, Isabella Monroe était devenue un exemple cautionnaire. La femme rejetée par le duc de Richmond, abandonnée à l'hôtel pour sa sœur cadette. Et alors que la voiture cahotait sur les routes de campagne en direction de Londres, vers le sanctuaire incertain de la maison de sa tante, elle n'avait aucune idée de la façon de recommencer. Le voyage vers Londres s'étendait devant elle comme son nouvel avenir, inconnu, non planifié, et terrifiant dans son vide. La robe de mariée qui avait été conçue pour marquer sa transformation en duchesse lui sembla maintenant un costume, son poids et sa contrainte, une manifestation physique des attentes qui avaient confiné sa vie jusqu'à ce moment. Alors que le domaine de Richmond disparaissait derrière eux, Isabella s'autorisa quelque chose qu'elle n'avait jamais permis auparavant, la liberté de pleurer ouvertement avec l'abandon d'une femme qui avait tout perdu ce qu'on lui avait appris à valoriser. Dans cette voiture, s'éloignant à toute vitesse de ses rêves brisés, Isabella Monroe commença le douloureux processus de découverte de ce qu'elle pourrait devenir quand toute sa préparation soigneuse se révélait sans valeur, et que le chemin tracé pour elle depuis sa naissance disparaissait soudainement sous ses pieds. Le trajet en voiture du domaine de Richmond à Londres fut un brouillage de campagne verdoyante, cédant progressivement la place à la métropole tentaculaire. Isabella était assise dans un silence engourdi, sa robe de mariée cruelle rappel de tout ce qu'elle avait perdu. À mesure que les bâtiments de Londres commençaient à apparaître, la réalité de sa situation s'installait sur ses épaules comme un poids physique. Elle n'était plus une future mariée, plus la future duchesse de Richmond. Elle était maintenant quelque chose de bien pire dans la société victorienne, une femme rejetée, un objet de pitié et de commérage. Au moment où la voiture roulait sur les pavés de Grosvenor Square, Isabella avait composé son extérieur, bien que son cœur battît encore de douleur et d'humiliation, Martha aida à redresser son voile et essuya les traces de larmes, bien que rien ne pût être fait pour ses yeux rougis. « Rappelez-vous, mademoiselle, vous n'avez rien fait de mal », chuchota Martha tandis que la voiture s'arrêtait. « Gardez la tête haute. » La maison de ville londonienne de tante Agatha se dressait comme un témoignage digne d'indépendance raffinée, sa façade en Portland stone blanc et ses grilles en fer forgé noir la distinguant de ses voisines. Contrairement à la plupart des femmes de sa condition, Lady Agatha Harcourt ne s'était jamais mariée, choisissant plutôt de vivre selon ses propres moyens après avoir hérité d'une fortune substantielle de son père. À 62 ans, elle avait depuis longtemps cessé de se soucier des chuchotements de la société concernant son état de célibataire. La porte de la voiture s'ouvrit, et Isabella se retrouva face à face avec tante Agatha elle-même, qui avait apparemment observé depuis la fenêtre de son salon, grande et anguleuse, avec des cheveux argentés arrangés dans un style d'une simplicité peu à la mode. Lady Agatha Harcourt imposait une figure impressionnante sur le pas de sa porte. Ses yeux perçants prirent en compte la tenue de mariée d'Isabella, la voiture dépourvue d'invités au mariage, et l'expression dévastée de sa nièce. Avec l'intelligence rapide qui lui avait permis de naviguer dans la société à sa façon pendant des décennies, elle reconstitua immédiatement la situation. Absolument scandaleux, déclara tante Agatha sans attendre d'explication en aidant Isabella à descendre de voiture. Édouard Richmond a toujours été un misérable opportuniste, tout comme son père avant lui. Le vieux duc a essayé de me courtiser une fois, vous savez, avant de se rabattre sur la fortune de sa cousine. L'indignation de la vieille dame en son nom fournit le premier baume au cœur blessé d'Isabella. Du moins quelqu'un croyait que la faute incombait à Édouard, pas à ses prétendues insuffisances. Venez, enfant, continua tante Agatha en guidant Isabella à l'intérieur avec un bras protecteur autour de sa taille. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un changement de vêtements, d'une théière de thé fort, et de la certitude que cette humiliation finira par passer. Jenkins, elle s'adressa à son majordome, faites préparer la chambre d'amis bleue pour mademoiselle Monroe. Elle restera avec nous indéfiniment. Le majordome, un homme digne qui servait Lady Agatha depuis 20 ans, se contenta de hocher la tête comme si des mariés apparaissant sur le pas de la porte en tenue complète de mariée étaient chose courante. Oui, milady, et dois-je faire préparer par la cuisinière un déjeuner léger? En effet, et faites apporter un plateau de thé dans mon salon privé immédiatement, ordonna tante Agatha en guidant Isabella vers l'escalier de marbre. Une fois dans l'intimité du salon de tante Agatha, avec ses meubles confortables et ses murs tapissés de livres plutôt que du papier peint en soie à la mode que l'on trouvait dans la plupart des maisons de Mayfair, Isabella laissa enfin sa posture rigide s'effondrer. Comment pourrais-je jamais faire face à la société à nouveau? Chuchota-t-elle en retirant son voile de main tremblante.
Tout Londres saura ce soir qu'Édouard Richmond m'a rejeté à l'hôtel pour Charlotte. Comment cela peut-il passer, tante? Chuchota Isabella, laissant enfin sa composure s'effondrer complètement. Tout Londres a été témoin de mon rejet. Je suis ruiné. Ruiné? Tante Agatha renifla en ôtant ses lunettes pour les polir vigoureusement. À peine. Vous êtes simplement libéré d'une union des plus malheureuses. Avec le temps, vous verrez cela comme la bénédiction qu'est réellement. Une bénédiction? La voix d'Isabella s'éleva d'incrédulité. Être humilié devant toute la société, regardez ma sœur prendre la position pour laquelle j'ai été élevé. Comment pouvez-vous appeler cela une bénédiction? Parce que j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître les cellules de prison même quand elles sont dorées de couronnes ducales, répondit sa tante calmement. Dites-moi sincèrement, Isabella, aimiez-vous Édouard Richmond? Non l'idée qu'il représentait, non le rôle qu'il incarnait, mais l'homme lui-même. La question prit Isabella au dépourvu. Elle avait passé tant d'années à se préparer à être la duchesse d'Édouard qu'elle avait rarement considéré l'homme indépendamment de son titre. Je croyais le faire, dit-elle lentement. Mais je le connaissais à peine. Nous n'avons jamais eu le droit à plus de quelques minutes de conversation, toujours supervisée. Précisément, dit tante Agatha avec un hochement de tête décisif. Vous étiez vendu dans un mariage avec un étranger. Un étranger séduisant avec un titre impressionnant certainement, mais un étranger néanmoins, et à en juger par ses actions aujourd'hui, un homme plutôt méprisable. Isabella ne pouvait pas contester cette évaluation, bien que la blessure fût encore trop fraîche pour y trouver du réconfort. Mais que dois-je faire maintenant? J'ai été formée à un seul but depuis l'enfance, être la duchesse de Richmond. Sans cet avenir, je n'ai rien. Sottise, dit tante Agatha fermement, tandis qu'une femme de chambre entrait avec le plateau de thé. Vous avez une éducation de premier ordre, un esprit vif, et la liberté de découvrir qui Isabella Monroe pourrait être au-delà du rôle qui lui a été assigné. Elle versa le thé fumant dans de délicates tasses en porcelaine. De plus, vous m'avez, et contrairement à votre père, je vous valorise pour plus que votre capacité à vous marier. Dans les jours qui suivirent, Isabella se réfugia dans le sanctuaire de la vaste bibliothèque de sa tante. Des rangées et des rangées de volumes reliés en cuir offraient une échappatoire à la réalité de sa situation. Aux lettres de sympathie qui arrivaient chaque jour, à la brève note de son père annonçant que Charlotte et Édouard se marieraient dans le mois, au commérage qui circulait sans doute dans tous les salons de Londres. La bibliothèque devint son refuge, ses étagères en chêne s'élevant du sol au plafond, remplies de tout, de la philosophie antique au roman moderne. Ici, Isabella pouvait se perdre des heures, levée dans le siège de fenêtre qui donnait sur le petit jardin mais exquisément entretenu derrière la maison de ville. Entre les pages d'Austen, de Shelley et de Byron, Isabella trouva un apaisement temporaire. Les livres n'exigeaient rien d'elle. Pas de posture parfaite, pas de prononciation française impeccable, pas de sourire travaillé. Ils offraient simplement leur monde sans jugement. Un après-midi pluvieux, une semaine après ce que la société avait commencé à appeler l'incident de Richmond, Isabella était profondément absorbée dans la défense des droits de la femme de Mary Wollstonecraft, lorsque tante Agatha entra dans la bibliothèque avec une excitation inhabituelle. Vous ne pouvez pas vous cacher indéfiniment parmi ces vieux volumes, ma chère, annonça-t-elle en tirant les lourds rideaux pour laisser entrer ce peu de lumière du jour qui perçait les nuages de pluie londoniens. Le duc espagnol de Mendoza est arrivé à Londres pour des affaires diplomatiques, et j'ai obtenu pour nous des invitations au salon littéraire de Lady Pembroke ce soir, où il sera présent. Isabella leva les yeux de son livre avec un froncement de sourcils. Je n'ai aucun désir d'être présentée à un autre duc, tante, ni de faire face aux regards apitoyés de la société sitôt. Il ne s'agit pas de vous trouver un autre parti, insista tante Agatha en s'asseyant dans le fauteuil en cuir en face du siège de fenêtre d'Isabella. Il s'agit de montrer à Londres qu'Isabella Monroe n'est ni brisée ni cachée. De plus, le duc est connu pour être un véritable intellectuel. Lady Pembroke me dit qu'il a lui-même traduit plusieurs œuvres de Shakespeare en espagnol. Isabella ferma son livre, gardant son doigt entre les pages pour marquer sa place. J'apprécie votre sollicitude, tante, mais je ne suis pas prête à affronter la société. L'humiliation est encore trop fraîche, et elle le restera si vous continuez à la nourrir dans l'isolement, répondit tante Agatha avec la franchise qui avait toujours caractérisé sa parole. Je ne suggère pas que vous assistiez à un grand bal ou à l'opéra, où vous seriez le centre de l'attention. Le salon de Lady Pembroke est un petit rassemblement d'intellectuels et d'aristocrates épris de littérature, précisément le genre de personnes qui valorisent la conversation par-dessus les commérages.
Isabella hésita, son inclination naturelle à se retirer se disputant avec l'ennui croissant de son isolement auto-imposé. Que porterais-je même? Je n'ai rien à porter avec moi sauf mes vêtements de mariage. Tante Agatha sourit, reconnaissant la question comme une acceptation hésitante. J'ai déjà demandé à ma couturière de vous envoyer plusieurs robes prêtes à accent grave portées qui peuvent être rapidement ajustées à votre taille. Rien d'extravagant, une tenue simple et élégante convenant à une jeune femme de qualité qui valorise la substance sur l'ostentation. Malgré sa réticence, Isabella se retrouva ce soir-là vêtue d'une robe simple en soie bleu profond, dont la coupe modeste et l'embellissement minimal contrastaient nettement avec la robe de mariée élaborée qui reposait maintenant enveloppée dans du papier de soie au fond de son armoire. Tante Agatha avait insisté, et en vérité, Isabella commençait à se lasser de sa propre compagnie et de ses pensées mélancoliques. Le salon de Lady Pembroke se tenait dans le salon sobrement aménagé de sa maison de ville à Berkeley Square. Contrairement aux bals éblouissants de la saison, où des centaines d'invités s'entassaient dans des salles de bal sous des lustres flamboyants, le salon était miséricordieusement intime. Seulement 20 invités se réunissaient pour discuter de littérature et d'idées plutôt que de commérages et de perspectives de mariage. Pourtant, Isabella sentit le poids des regards curieux en entrant dans la pièce au bras de sa tante. Son histoire avait sans doute atteint chaque oreille à Londres d'ici là, embellie à chaque récit. Elle garda le menton haut, puisant dans des réserves de dignité qu'elle ne savait pas posséder. Lady Harcourt, Mademoiselle Monroe, les accueillit chaleureusement Lady Pembroke, une gentillesse dans ses yeux qui suggérait une sympathie sincère plutôt qu'une curiosité morbide. Dans la cinquantaine, avec une réputation de bas bleu tempérée par des références sociales irréprochables, Lady Pembroke était connue pour ses intérêts littéraires et son peu d'inclination pour les commérages malveillants. Comme c'est délicieux que vous ayez pu vous joindre à nous. Nous discutons des mérites des poètes romantiques. Ce soir, la dernière publication de M. Wordsworth a suscité un débat considérable. Isabella hocha poliment la tête, se fortifiant contre les inévitables chuchotements. À sa surprise, cependant, la plupart des invités semblaient sincèrement engagés dans le débat littéraire plutôt que dans son scandale. Peut-être que tante Agatha avait eu raison concernant ce rassemblement particulier. Elle se trouva entraînée dans une conversation sur le Childe Harold de Byron avec un vieux professeur d'Oxford et une femme d'âge mûr qui avait publié plusieurs volumes de poésie sous un pseudonyme masculin. La discussion était stimulante, exigeant assez de concentration pour qu'Isabella oubliât momentanément ses problèmes personnels. « Señorita, puis-je vous offrir une perspective différente sur l'œuvre de Lord Byron ?» La voix profonde avec son accent espagnol distinct vint de derrière elle. Isabella se retourna pour se retrouver à regarder vers le haut le visage le plus saisissant qu'elle ait jamais rencontré. L'homme qui s'adressait à elle se tenait grand, avec une peau olivâtre, des yeux sombres intelligents, et des traits qui semblaient avoir été sculptés par un maître de la Renaissance. Sa tenue formelle était impeccablement taillée, mais subtilement différente de la mode anglaise, la coupe plus continentale, le tissu plus riche en texture. « Votre grâce, » dit Lady Pembroke en apparaissant aux côtés d'Isabella avec une vitesse remarquable. « Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Isabella Monroe et sa tante, Lady Agatha Harcourt. Mesdames, son Altesse Alejandro de Mendoza, duc de Valence. »« L'honneur est pour moi, » dit le duc en s'inclinant élégamment. Contrairement à la plupart des aristocrates anglais qui traitaient ces gestes comme des obligations sociales perfunctoires, il y avait une grâce fluide dans son mouvement qui suggérait un respect sincère. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre défense du Childe Harold de Byron. Vos réflexions étaient des plus convaincantes. » Isabella sentit la couleur monter à ses joues. Après des semaines à être l'objet de regards apitoyés et de conversations chuchotées, être traité comme un égal intellectuel était inattendument rafraîchissant. « Vous êtes trop aimable, votre grâce. J'ai simplement suggéré que sa description du désenchantement parle à l'expérience humaine universelle plutôt qu'à la simple indulgence personnelle, comme le soutient le professeur Harrington. Précisément pourquoi cela résonne à travers les cultures, convint Alejandro, ses yeux sombres s'éclairant d'un engagement intellectuel. En Espagne, nous comprenons aussi la beauté de la mélancolie, ce que nous appelons la tristeza dulce. Douce tristesse, traduisit doucement Isabella. Les sourcils du duc se levèrent de surprise. Vous parlez espagnol, mademoiselle Monroe. Seulement un peu, admit-elle. Je me suis concentré davantage sur le français et l'italien dans mes études, mais j'ai toujours été fasciné par les langues. Toujours impressionnant, dit-il avec un sourire qui transforma son visage sérieux, révélant une légère fossette à sa joue gauche.
Peut-être pourriez-vous m'aider à mieux comprendre certaines de vos expressions idiomatiques anglaises pendant mon séjour à Londres. Je les trouve fréquemment confuses. Pour la première fois depuis son jour de mariage, Isabella sentit le fantôme d'un vrai sourire toucher ses lèvres. Je serais heureuse d'aider votre grâce, bien que je vous avertisse que l'anglais est rempli de contradictions, comme la plupart des choses qui en valent la peine dans la vie, répondit-il, ses yeux sombres tenant les siens un moment de plus que la bienséance ne le permettait strictement. La conversation s'orienta vers la mission diplomatique du duc, des négociations concernant les importations de vins espagnols à la suite de récentes modifications des droits de douane anglais, mais maintint une qualité intellectuelle qu'Isabella trouvait captivante. Contrairement aux échanges superficiels auxquels elle était habituée avec les gentilshommes anglais, qui discutaient rarement de sujets sérieux avec les jeunes femmes, le duc lui parlait comme si ses opinions avaient une valeur réelle. En Espagne, les dames participent fréquemment aux discussions politiques, expliqua-t-il quand elle exprima sa surprise devant sa volonté de discuter de politique commerciale avec elle. Ma propre mère servait de conseillère non officielle à la cour royale en matière de relations internationales. Je trouve la coutume anglaise de reléguer les femmes aux discussions sur la météo et la mode plutôt limitante. Beaucoup de femmes anglaises seraient d'accord avec vous, votre grâce, répondit Isabella, bien que peu de gentilshommes anglais semblent partager votre point de vue. À mesure que la soirée avançait, Isabella se retrouva engagée dans la conversation la plus stimulante qu'elle ait connue depuis des années. Le duc n'était pas seulement érudit, mais possédait une perspective entièrement différente de celle des gentilshommes londoniens qu'elle avait connus. Il parlait de littérature comme de quelque chose de vécu plutôt que de simplement étudier, et écoutait ses opinions avec un intérêt sincère plutôt qu'une tolérance polie. Je dois l'avouer, mademoiselle Monroe, dit-il alors que la réunion commençait à se disperser. Quand j'ai accepté d'assister à ce salon, je m'attendais à une discussion académique polie. Je ne m'attendais pas à trouver une âme sœur. Ni moi, admit Isabella. C'était rafraîchissant. Peut-être considéreriez-vous de me montrer le British Museum demain, demanda-t-il. On me dit que leur collection d'antiquités classiques est sans égale, et j'apprécierais une compagne cultivée. Avant qu'Isabella pût répondre, tante Agatha apparut à ses côtés, ayant observé la conversation prolongée avec une satisfaction évidente. Ma nièce serait ravie, votre grâce, déclara-t-elle. Disons 11 heures? J'accompagnerai bien sûr en qualité de chaperon. J'en serais honoré, répondit le duc en s'inclinant sur la main de Lady Agatha. À demain alors, mesdames. Plus tard, alors que leur voiture roulait de nouveau vers Grosvenor Square dans les rues de Londres éclairées au gaz, Isabella se tourna vers sa tante. C'était plutôt présomptueux de votre part, tante. Sottise, répondit tante Agatha avec un sourire satisfait. J'ai simplement accepté une invitation que vous étiez clairement encline à accepter vous-même. De plus, ajouta-t-elle avec un sourire entendu, n'avez-vous pas remarqué que chaque femme de cette pièce vous enviait pour votre longue conversation avec le beau duc? La fille de Lady Harrington était verte de jalousie. Je ne suis pas intéressée à rendre qui que ce soit envieux, dit Isabella fermement. Et je ne cherche pas un autre attachement si peu de temps après. Après avoir eu la chance d'échapper au mariage avec cet impudent garçon de Richmond, compléta tante Agatha quand Isabella hésita. Le duc de Mendoza semble un homme de caractère et d'intellect véritable. Je ne vous suggère pas de l'épouser, ma chère, simplement de vous permettre de vous rappeler qu'il existe des hommes valeureux dans ce monde, des hommes qui voient la valeur au-delà de la jeunesse et d'un joli visage. Isabella se tourna pour regarder par la fenêtre de la voiture les rues de Londres éclairées au gaz, le brouillard du soir donnant aux lampes une auréole fantomatique. Pour la première fois depuis son humiliation, elle avait passé une soirée sans s'appesantir sur le rejet d'Édouard ou la trahison de Charlotte. L'intérêt du duc avait été pour son esprit, ses pensées, pas pour ses relations familiales ou son adéquation en tant que duchesse. Il n'en a pas parlé, vous savez, dit-elle doucement. Du scandale. Il doit l'avoir entendu. Tout le monde l'a entendu, mais il m'a parlé comme si vous étiez une femme d'intelligence et de substance plutôt qu'une simple fiancée abandonnée, suggéra tante Agatha. Peut-être parce que c'est précisément ce qu'il a vu. La voiture tourna dans Grosvenor Square, les sabots du cheval résonnant sur les pavés. Alors qu'ils approchaient de la maison de ville de tante Agatha, Isabella sentit quelque chose remuer en elle. Pas exactement du bonheur, mais une curiosité hésitante à propos de ce que l'avenir pourrait réserver. Peut-être que tante Agatha avait raison. Peut-être était-il temps de reprendre pied dans le monde, non pas comme la femme rejetée par le duc de Richmond, mais simplement comme Isabella Monroe, avec ses propres pensées, ses propres intérêts,
et peut-être son propre avenir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le jour du mariage, Isabella dormit sans rêver de la chapelle et des yeux froids d'Édouard. À la place, ses rêves étaient remplis des couloirs de marbre du British Museum et d'une voix à l'accent espagnol discutant de la poésie de Byron. Quand elle se réveilla, le lourd poids de l'humiliation s'était légèrement allégé, faisant place à quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir aussitôt, de l'anticipation. Alors qu'elle se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant la lumière du matin illuminer progressivement les toits de Londres, Isabella réalisa que le chemin à venir, bien qu'incertain et non planifié, pourrait receler des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées lorsque son avenir semblait si rigoureusement prédéterminé. Elle sonna pour que Martha l'aide à s'habiller pour la journée. La robe de marche bleue, je crois, ordonna-t-elle. Et mes cheveux dans un style plus simple qu'hier. Nous allons au British Museum. Oui, mademoiselle, répondit Martha, incapable de cacher sa joie de voir sa maîtresse reprendre intérêt à son apparence, et si je peux me permettre, vous semblez mieux ce matin. Il y a de la couleur dans vos joues. Isabella aperçut son propre reflet dans le miroir et fut surprise de constater que Martha avait raison. Le fantôme aux yeux creux qui avait hanté la chambre d'amis de sa tante pendant les dernières semaines avait commencé à reculer, cédant la place à une femme avec une étincelle de vie revenant dans ses yeux gris. Ce n'est qu'une visite de musée, Martha, précisa-t-elle, ne voulant pas reconnaître, même pour elle-même, qu'elle avait hâte de revoir le duc espagnol. Une sortie éducative, rien de plus. Bien sûr, mademoiselle, convint Martha, bien que son sourire entendu suggéra qu'elle n'était pas dupe. En arrangeant les cheveux d'Isabella dans un style élégant mais discret, elle ajouta, « Il est quand même bon de vous voir intéressé par quelque chose à nouveau. » C'est tout ce que je voulais dire. À l'approche de 11 heures, Isabella se retrouva debout dans le vestibule, extérieurement composée, mais intérieurement nerveuse, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la perspective d'affronter à nouveau la société. Le duc de Valence avait éveillé en elle quelque chose qu'elle croyait définitivement éteint par le rejet d'Édouard, la curiosité pour une autre personne, et, plus surprenant encore, la curiosité pour elle-même. Quand le heurtoir de la porte résonna précisément à 11 heures, Isabella lissa ses jupes et prit une profonde inspiration. Quoi qu'il arrivât ensuite, que cette sortie mène à l'amitié, à quelque chose de plus, ou à rien du tout, elle faisait face pour la première fois de sa vie à un jour qui n'avait pas été tracé pour elle depuis sa naissance. Il y avait de la terreur dans une telle liberté, certainement, mais aussi un sens exaltant de possibilités. Le majordome ouvrit la porte pour révéler Alejandro de Mendoza, duc de Valence, debout sur le pas de la porte en tenue du matin, sa voiture attendant au bord du trottoir. Alors qu'il s'inclinait sur sa main en guise de salutation, ses yeux sombres rencontrèrent les siens avec ce qui semblait être un véritable plaisir de la revoir. « Mademoiselle Monroe, dit-il, sa voix accentuée transformant d'une certaine façon son nom ordinaire en quelque chose de mélodieux. J'attendais avec impatience notre expédition. Moi de même, votre grâce, répondit Isabella, surprise de le constater sincèrement. Derrière elle, tante Agatha descendit les escaliers, prête à jouer son rôle de chaperon. Un sourire entendu jouant au coin de sa bouche alors qu'elle observait la façon dont le duc regardait sa nièce. Alors qu'il sortait dans le soleil printanier, Isabella réalisa que pour la première fois depuis ce terrible jour à la chapelle de Richmond, elle regardait devant elle plutôt que derrière. La femme qui avait été rejetée à l'hôtel commençait à s'effacer, laissant place à une femme qu'elle commençait tout juste à découvrir, Isabella Monroe, non pas telle qu'on l'avait façonnée pour être, mais telle qu'elle pourrait choisir de devenir. La visite au British Museum marqua le début d'une transformation dans la vie d'Isabella. Ce qui avait commencé comme une simple sortie culturelle évolua en une série de rencontres qui ravivèrent progressivement son esprit. Alors qu'avril avec ses averses cédait la place au doux soleil de mai, Isabella se retrouva à s'éloigner davantage de l'ombre de son humiliation et à entrer dans une vie qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Au cours des semaines suivantes, la société londonienne observa avec un intérêt croissant mademoiselle Isabella Monroe fréquemment vue en compagnie du duc espagnol. Leur sortie, toujours dûment chaperonnée par Lady Harcourt, devint le sujet de spéculation dans les salons de tout Mayfair. La société même qui avait pris Isabella en pitié la regardait maintenant avec curiosité alors qu'elle apparaissait à des rassemblements sélects avec le distingué étranger à ses côtés. Ce qui avait commencé par leur visite au British Museum s'étendit à des après-midi dans les jardins botaniques royaux, à la participation à l'exposition de la Royal Academy et même à une représentation musicale à St. James's Hall. À la surprise d'Isabella, chaque rencontre approfondissait son appréciation du caractère et de l'intellect d'Alejandro. Contrairement à Édouard,
qui lui avait à peine adressé 10 phrases au cours de toute leur connaissance, Alejandro semblait sincèrement intéressé par ses pensées, il posait des questions sur ses opinions sur tout, de la politique à la poésie, et écoutait réellement ses réponses. Plus surprenant encore, il déférait souvent à sa connaissance des questions de culture et d'histoire anglaise, la traitant comme un égal intellectuel plutôt que comme une compagne décorative. Un après-midi de mai particulièrement beau les trouva se promenant dans les jardins de Kew avec tante Agatha suivant à une distance discrète. Les fleurs printanières étaient à leur apogée, remplissant l'air de parfum et peignant le paysage de couleurs vives qui semblait refléter l'esprit progressivement revivifié d'Isabella. En Espagne, lui dit Alejandro alors qu'il s'arrêtait près d'un arrangement particulièrement beau de fleurs exotiques, nous avons un dicton, Val bueno grandeza, une bonne compréhension vaut plus que de grandes richesses. C'est beau, répondit Isabella en regardant un papillon se poser sur une fleur voisine, bien qu'il me semble que beaucoup de gens dans la société anglaise ne seraient pas d'accord. Comme dans la société espagnole, admit Alejandro avec un sourire mi-amer qui transforma ses traits sérieux. La noblesse n'est pas si différente selon les frontières. On nous apprend à tous à valoriser la lignée et la fortune au-dessus du caractère, j'en ai peur. Et pourtant vous semblez avoir échappé à cette leçon particulière, votre grâce, observa Isabella, notant comment il avait salué les enfants du jardinier avec la même courtoisie qu'il avait montrée au botaniste royal qu'ils avaient rencontré plus tôt. Peut-être parce que j'ai appris tôt que les titres n'offrent aucune protection contre les tragédies de la vie, dit-il, son expression devenant sérieuse. Mes parents sont morts quand j'avais 14 ans, un accident en bateau au large des côtes de Valence. J'ai hérité du titre ducal trop jeune, avec seulement les conseils de mon grand-père pour m'accompagner. Je suis désolé, dit doucement Isabella, touchée par cet aperçu de son passé. Dans leurs nombreuses conversations, il avait peu parlé de son histoire personnelle, se concentrant plutôt sur les idées et les observations. Cela m'a façonné, continua Alejandro, faisant machinalement tournoyer une fleur tombée entre ses doigts. M'a fait comprendre que la vie est imprévisible et précieuse. Nous devons saisir le bonheur là où nous le trouvons, non pas là où la convention dicte qu'il devrait être. Ils marchèrent dans un silence confortable pendant un moment, passant sous une treille chargée de roses grimpantes. Le parfum les enveloppait, doux et enivrant dans l'air chaud de l'après-midi. Puis-je me permettre d'être direct, mademoiselle Monroe, demanda soudainement Alejandro en s'arrêtant sous le dais de fleurs. Isabella sentit son cœur s'accélérer. Vous le pouvez. Je sais ce qui vous est arrivé récemment, dit-il avec soin. Londres ne parle que de cela, j'en ai peur, mais je veux que vous sachiez que je vois cela comme le grand malheur du duc de Richmond, non le vôtre. Isabella s'arrêta de marcher, ses joues rosissant d'embarras. Bien sûr, il savait. Tout le monde savait. Elle avait sottement commencé à espérer qu'il avait peut-être raté les commérages, ou qu'il ne s'en souciait pas, mais maintenant l'humiliation qu'elle avait progressivement mise de côté menaçait de l'engloutir à nouveau. Vous n'avez pas besoin d'offrir de gentilles contre-vérités, votre grâce, dit-elle raidement en se réfugiant derrière le masque poli qu'elle avait perfectionné au fil des années d'entraînement. Je suis bien consciente de la façon dont la société considère une fiancée rejetée. Je n'offre aucune contre-vérité, répondit Alejandro fermement, ses yeux sombres tenant les siens avec une intensité qui rendait impossible de regarder ailleurs. Seulement ma propre observation qu'un homme qui humilierait une femme de votre intelligence et de votre grâce révèle son propre manque de jugement profond, non le vôtre. Ces mots, prononcés avec une telle conviction, brisèrent une barrière qu'Isabella ne savait pas avoir construite. Pendant des semaines, elle avait porté la conviction inavouée qu'elle devait d'une certaine façon avoir été insuffisante. Trop ordinaire, trop sérieuse, trop vieille à 22 ans comparée aux 17 ans de Charlotte. Merci, chuchota-t-elle, retenant des larmes inattendues. Alejandro attrapa sa main gantée, un geste qui aurait été inconvenant si tante Agatha n'avait pas été distraite par une plante exotique à quelques yards de là. En Espagne, nous croyons aussi que parfois le destin nous conduit à travers les ténèbres, seulement pour révéler un chemin plus lumineux, dit-il doucement. Peut-être votre Richmond n'était-il qu'un obstacle sur votre vrai voyage. La chaleur de sa main à travers son gant envoya une sensation inconnue mais pas désagréable à travers Isabella. Elle aurait dû retirer sa main. La bienséance l'exigeait, mais pour une fois elle s'autorisa à défier la convention. Ils restèrent ainsi un moment, unis par ce simple contact, tandis que des papillons dansaient autour des roses au-dessus d'eux, et que la société londonienne semblait très loin. Le lendemain, Isabella pensait encore à ce moment dans le jardin lorsque Jenkins, le majordome de tante Agatha, entra dans la bibliothèque où elle avait tenté de lire. « Une lettre pour vous, mademoiselle »
annonça-t-il en la présentant sur un plateau en argent. Isabella reconnut immédiatement l'écriture, l'élégant tracé de sa mère. Avec appréhension, elle brisa le cachet, se demandant quelle nouvelle de la maison l'attendait. La lettre commençait par les formalités habituelles, mais en venait rapidement à son propos. La comtesse de Harrington organisait son grand bal annuel le lendemain soir, et Lady Monroe attendait qu'Isabella y assiste avec tante Agatha. Plus préoccupant encore, la lettre mentionnait qu'Édouard et Charlotte seraient là, leur première apparition publique en tant que mari et femme depuis leur mariage précipité 2 semaines auparavant. « Je ne peux absolument pas y aller », dit Isabella à sa tante pendant le déjeuner en plaçant la lettre à côté de son assiette. « Ils seront là en tant que mari et femme. »« C'est précisément pourquoi vous devez y aller », insista tante Agatha en posant sa fourchette avec un clic décisif contre la fine porcelaine. « Si vous vous tairez, vous confirmez chaque chuchotement selon lequel vous êtes dévasté sans espoir de retour. De plus, ajouta-t-elle avec un sourire entendu, j'ai de bonnes sources que le duc de Mendoza y assistera. »« Comment le savez-vous » demanda Isabella surprise. « Parce que j'ai pris la liberté de m'assurer qu'il reçoive une invitation, » répondit sa tante sans remords. « Lady Harrington et moi sommes amis depuis notre jeunesse. » Elle était tout à fait disposée à ajouter l'envoyé espagnol à sa liste d'invités, surtout quand j'ai mentionné son intérêt pour les coutumes anglaises. Isabella secoua la tête devant l'entremise transparente de sa tante. « Même s'il assiste, je ne suis pas certaine de pouvoir faire face à Édouard et Charlotte ensemble. L'humiliation est encore trop vive. »« Ma chère, dit tante Agatha, sa voix plus douce qu'à l'ordinaire. Il y aura toujours une raison d'éviter de les affronter si vous en cherchez une. Mais considérez ceci. Préférez-vous qu'ils croient avoir brisé votre esprit ? Ou préféreriez-vous leur montrer qu'Isabella Monroe est faite d'une étoffe plus solide qu'ils ne l'imaginaient ? » Ce soir-là, Isabella se tint devant son miroir, examinant son reflet d'un regard critique. Sa robe était neuve, une création en soie cramoisie que tante Agatha avait insisté pour acheter, affirmant qu'Isabella avait porté assez de couleurs pastel pour toute une vie. « Une couleur qui annonce votre transformation, » dit la vieille dame, ni le noir du deuil ni le blanc de l'innocence. La femme que le miroir renvoyait à Isabella ressemblait à peine à la mariée qui s'était tenue en blanc quelques semaines auparavant. Il y avait dans ses yeux une nouvelle conscience, un léger redressement du menton qui exprimait une force émergente plutôt qu'une aisance travaillée. La soie cramoisie complimentait ses cheveux châtains et sa peau claire, la faisant paraître plus vivante, plus présente que les pastels aquarelles qu'elle avait toujours portés en fille accomplie. Quand ils arrivèrent à Harrington House, Isabella prit une profonde inspiration avant d'entrer dans la salle de bal. L'espace grandiose scintillait de centaines de bougies, illuminant l'élite londonienne dans sa plus belle tenue. À l'instant où elle parut dans l'embrasure au bras de tante Agatha, les conversations se turent et les têtes se tournèrent dans sa direction. « Courage, ma chère, » murmura tante Agatha. « Rappelez-vous qui vous devenez, non qui on vous a dit d'être. » Isabella hocha la tête, parcourant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent ce qu'ils cherchaient inconsciemment. Alejandro, debout près d'une colonne, sa tenue formelle distinctement espagnole de coupe et de style. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui fit d'une certaine façon s'estomper les chuchotements autour d'eux. Il traversa la salle pour s'incliner devant elle. « Mademoiselle Monroe, vous êtes une vision ce soir. »« Merci, votre grâce, » répondit-elle, soudainement consciente de chaque regard posé sur eux, de l'évaluation et de la spéculation se déroulant derrière des éventails et des flûtes de champagne levées. « Me feriez-vous l'honneur de me réserver la première valse » demanda-t-il. Avant qu'elle pût répondre, une voix familière coupa à travers sa conscience. « Isabella, quelle surprise de vous voir ici. » Édouard Richmond se tenait devant elle, Charlotte à son bras. Sa sœur était resplendissante dans une robe de soie vert pâle qui mettait en valeur ses boucles dorées élaborément arrangées sous un diadème de diamants, l'héritage de la famille Richmond qui aurait dû orner la tête d'Isabella. Isabella sentit que tout l'air avait été retiré de la pièce. C'était le moment qu'elle avait redouté, la confrontation qu'elle avait imaginée dans d'innombrables nuits sans sommeil. Et pourtant maintenant qu'il était arrivé, elle se trouvait plus stable qu'elle ne l'avait prévu. « Votre grâce » répondit Isabella avec une parfaite composure en faisant une révérence impeccable. « Madame la duchesse, j'espère que la vie de couple vous convie à tous deux. » Édouard eut la grâce d'avoir l'air légèrement mal à l'aise, tandis que Charlotte resserra simplement son emprise sur son bras, son sourire triomphant à peine dissimulé. « En effet, » répondit Édouard avec raideur. « Londres ne cesse de parler de votre amitié avec le duc espagnol.
Isabella sentit Alejandro se raidir à ses côtés. « Permettez-moi de faire les présentations, dit-elle avec aisance. Votre grâce, puis-je vous présenter Alejandro de Mendoza, duc de Valence, votre grâce, le duc et la duchesse de Richmond. » Les hommes échangèrent des révérences guindées, se jaugeant mutuellement avec la méfiance des rivaux naturels. Le contraste entre eux était saisissant. Édouard, blond et classiquement anglais avec ses cheveux dorés et ses yeux bleus. Alejandro, brun et intense, avec l'orgueil indéniable de la noblesse espagnole évident dans son maintien. « Je crois que des félicitations s'imposent, dit Alejandro, son accent espagnol plus prononcé qu'à l'ordinaire. Point bien que je l'avoue, les coutumes matrimoniales anglaises continuent de me surprendre. En Espagne, nous considérons que la parole d'un homme engage son honneur, surtout en matière d'honneur. » Le reproche subtil n'échappa à personne. Le visage d'Édouard s'empourpra, un muscle tressauta dans sa mâchoire. « Je vous assure, votre grâce, que l'honneur anglais n'est pas moins rigoureux. Parfois les circonstances exigent des adaptations. »« Comme c'est fascinant, répondit Alejandro avec une politesse dangereuse. Dans mon pays, nous avons un autre dicton, celui qui change d'avis aussi souvent que de chemise ne mérite pas confiance, même à la messe. » Les yeux de Charlotte se plissèrent. « Peut-être quelques leçons d'espagnol amélioreraient votre anglais, votre grâce. Votre accent rend la compréhension difficile. » Charlotte, murmura Édouard en guise d'avertissement. Isabella sentit un élan de force inattendu. La sœur qui l'avait trahi, l'homme qui l'avait humilié, il lui semblait soudainement plus petit qu'elle ne s'en souvenait, moins intimidant. Son Altesse parle 5 langues couramment, Madame la Duchesse. Combien en parlez-vous maintenant? Le visage de Charlotte s'empourpra de colère. Mais avant qu'elle pût répondre, l'orchestre entama les premières notes d'une valse. « Je crois que c'est notre danse, mademoiselle Monroe, dit Alejandro en lui offrant son bras point tandis qu'il la guidait vers la piste. Isabella sentit un poids se soulever de ses épaules. Le couple qu'il laissait derrière eux n'avait plus de pouvoir sur son bonheur. Quelle que fût la douleur qu'ils avaient causée, elle subsistait, mais son aiguillon s'était atténué. « Vous avez géré cela avec une grâce remarquable, murmura Alejandro alors qu'ils prenaient leur position pour la valse. « J'avais un excellent exemple de dignité devant moi, répondit-elle en lui faisant un signe de tête. Alors qu'ils se déplaçaient sur la piste, Isabella prit conscience de quelque chose qui se transformait en elle. Une libération finale de la vie pour laquelle elle avait été préparée, et une ouverture à des possibilités qu'elle ne s'était jamais autorisée à imaginer. Le regard de la société les suivit, notant combien ils dansaient bien ensemble, combien le duc espagnol regardait sa partenaire avec une admiration non dissimulée. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, dit Alejandro alors qu'il valsait à travers la salle de bal bondée. Ma mission diplomatique se termine à la fin de ce mois. Je rentrerai en Espagne. » Isabella sentit un vif pincement de déception. « Sitôt ? » Oui, confirma Théil. « Mais avant de partir, il y a quelque chose que je dois vous demander. » La musique enfla autour d'eux alors qu'il la guidait dans les pas avec une aisance assurée. D'autres couples dansaient autour d'eux, mais pour Isabella ils auraient tout aussi bien pu être seuls. « Ces dernières semaines, je suis venu à vous admirer grandement, Isabella, continua-t-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule pût l'entendre. Votre intelligence, votre résilience, votre cœur doux. Je me retrouve incapable d'envisager de rentrer en Espagne sans savoir si vous pourriez envisager un avenir là-bas. » Isabella manqua presque un pas. « Votre grâce, suggérez-vous ? » Je ne suggère encore rien, l'interrompit-il doucement, seulement je vous demande si vous seriez ouverte à la possibilité d'une vie très différente de celle que vous aviez prévue. L'Espagne n'est pas l'Angleterre. Valence n'est pas Richmond, et je ne suis pas l'homme à qui vous avez été promise depuis votre naissance. Non, convint Isabella, son sourire touchant ses lèvres. Vous ne lui ressemblez en rien, Dieu merci. Les yeux d'Alejandro s'écarquillèrent à sa réponse, puis se plissèrent de plaisir. Cela signifie-t-il que vous pourriez considérer ma proposition? Je crois que cela signifie que j'aimerais en entendre davantage sur cette proposition, répondit Isabella, se surprenant elle-même par sa hardiesse. Peut-être demain dans le parc. Alors que la valse se termina, Alejandro s'inclina sur sa main. Demain alors. Pour le reste de la soirée, Isabella se déplaça dans la salle de bal avec une nouvelle légèreté. Elle nota les regards spéculatifs, entendit les chuchotements qui la suivaient, vit Édouard la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Rien de tout cela n'importait.
Pour la première fois de sa vie, Isabella Monroe envisageait un avenir façonné par ses propres choix plutôt que par des accords conclus au-dessus de son berceau. Plus tard, alors que la voiture les ramenait à Grosvenor Square, tante Agatha observa sa nièce avec satisfaction. « Vous semblez différente ce soir », remarqua-t-elle. « Plus présente. »« Je me sens différente », admit Isabella. « Comme si je sortais d'un rôle que j'ai joué toute ma vie. »« Et comment cela se ressent, cette liberté ?» demanda sa tante. Isabella considéra la question, terrifiante, dit-elle honnêtement. Et exaltante. Les meilleures choses le sont souvent, répondit tante Agatha avec un sourire entendu. Cette nuit-là, alors qu'Isabella se préparait pour se coucher, elle se retrouva attirée vers la fenêtre. Le ciel de Londres était inhabituellement clair, avec des étoiles visibles malgré les lampes à gaz de la ville. Quelque part au-delà de l'horizon se trouvait l'Espagne, un pays qu'elle avait étudié mais jamais visité. Un endroit aussi étranger pour elle que le concept de choisir son propre chemin l'avait été seulement quelques semaines auparavant. Valence, chuchota-t-elle, testant le nom sur sa langue. Le mot lui-même sonnait comme la liberté, comme la possibilité. Alors que Martha l'aidait à sortir de sa robe cramoisie, Isabella aperçut à nouveau son reflet. La femme qui la regardait depuis le miroir n'était ni la mariée rejetée à l'hôtel ni la parfaite duchesse en formation pour laquelle elle avait été élevée. C'était quelqu'un de nouveau qui émergeait. Isabella Monroe se découvrant pour la première fois. « Vous semblez heureuse ce soir, mademoiselle », observa Martha en brossant les cheveux d'Isabella. « C'est agréable à voir. »« L'êtes-vous vraiment ?» demanda Isabella, sincèrement surprise. « Je ne suis pas certaine que heureux soit le bon mot, mais je me sens vivante, comme si j'avais somnambulé pendant toutes ces années, et que je me sois finalement réveillée. » Le lendemain matin se leva radieux et lumineux, comme si Londres avait décidé de laisser de côté son allure habituelle de grisaille en l'honneur de la décision à laquelle Isabella faisait face. Alors qu'elle se préparait pour sa promenade à Hyde Park avec Alejandro, elle trouva ses pensées inhabituellement sereines. Le rendez-vous était fixé à 11 heures, et Isabella se retrouva prête bien avant l'heure convenue, vêtue d'un ensemble de promenade bleu profond qui complimentait ses yeux. Elle arpentait le salon, répétant d'éventuelles réponses à ce qu'elle soupçonnait être une proposition formelle. « Vous semblez remarquablement composée pour une femme sur le point de recevoir une proposition », observa tante Agatha en entrant dans la pièce, ses yeux perçants ne manquant rien. « Nous ne savons pas que c'est ce qu'il a l'intention de faire », lui rappela Isabella, bien que son cœur s'accélérât à cette possibilité. « N'est-ce pas le cas ?» Tante Agatha haussa un sourcil. « L'homme vous a rendu visite presque chaque jour pendant 3 semaines, et vous regarde comme si vous aviez personnellement accroché la lune et les étoiles. Si ce n'est pas un homme sur le point de faire une proposition, j'ai mal lu chaque roman depuis que le roi George portait des culottes courtes. » Isabella sourit à l'évaluation caractéristiquement directe de sa tante. « Même si vous avez raison, je ne suis pas certaine de savoir quelle devrait être ma réponse. L'Espagne est si loin et si différente de tout ce que je connais. Ce qui pourrait être précisément ce dont vous avez besoin, répondit sa tante pensivement en s'installant dans son fauteuil préféré. On vous a façonné depuis l'enfance pour être la duchesse anglaise parfaite. Peut-être est-il temps de découvrir qui Isabella Monroe pourrait devenir libérée de ses attentes. Et vous, demanda Isabella. Et ma famille? J'ai survécu 62 ans fort bien par mes propres moyens, répondit tante Agatha sèchement. Je me risquerais bien à me débrouiller sans vous, bien que vous me manqueriez terriblement. Quant à votre famille, Carson, elle hésita. Votre père vous considère principalement comme un investissement raté, et votre sœur vous a trahi de la façon la plus personnelle qui soit. Peut-être qu'une certaine distance de leur part ne serait pas entièrement indésirable. Avant qu'Isabella pût répondre, Jenkins annonça l'arrivée du duc de Valence. Isabella lissa ses jupes, prit une profonde inspiration, et se prépara à faire face à un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Quand Alejandro entra dans le salon, Isabella fut à nouveau frappée de la façon dont sa présence l'affectait. Ce n'était pas simplement ses traits séduisants ni son titre. Elle avait été élevée parmi des aristocrates séduisants toute sa vie. C'était plutôt la qualité de son attention, le sentiment que quand il parlait avec elle, elle était vraiment vue. « Mademoiselle Monroe », dit-il en s'inclinant sur sa main. « Lady Harcourt, vous êtes toutes deux radieuses ce matin. La flatterie vous mènera partout, votre grâce, » répondit tante Agatha avec une chaleur inhabituelle. « Maintenant, allons-nous procéder au parc. Je crois qu'il est particulièrement beau à cette époque de l'année. »
Ils marchèrent dans Hyde Park à un rythme tranquille, tante Agatha maintenant une distance discrète derrière eux, assez proche pour la bienséance, assez loin pour une conversation privée. Le parc était rempli de Londoniens à la mode prenant leur exercice matinal, dont beaucoup observaient le trio avec une curiosité non dissimulée. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier soir, commença Isabella lorsqu'ils atteignirent un coude isolé du chemin surplombant la Serpentine. Et j'ai pensé à peu près autre chose, admit Alejandro. Peut-être ai-je été trop direct. Si c'est le cas, l'interrompit doucement Isabella. Vous ne l'avez pas été. En fait, votre honnêteté a été rafraîchissante. Toute ma vie, j'ai vécu avec des mots soigneusement choisis et des significations cachées. Vous parlez directement, et j'y attache plus de valeur que je ne peux l'exprimer. Alejandro sourit, visiblement soulagé. Puis-je continuer à être direct? Quand Isabella hocha la tête, il glissa la main dans sa veste et en sortit un petit étui en cuir. Ceci appartenait à ma mère, dit-il en l'ouvrant pour révéler une bague exquise, un saphir bleu profond entouré de diamants. En Espagne, nous considérons les saphirs comme des symboles de loyauté et de vérité, des valeurs que j'ai trouvées abondamment en vous, Isabella. Il prit sa main, son expression solennelle mais empreinte de chaleur. Je ne suis pas venu en Angleterre chercher une épouse. Je suis venu pour des affaires diplomatiques, ne m'attendant à rien de plus que de fastidieuses négociations et des dîners formels. Au lieu de cela, j'ai trouvé une femme de caractère extraordinaire, intelligente, douce, et plus forte qu'elle ne le sait elle-même. Isabella sentit des larmes s'accumuler dans ses yeux alors qu'il continuait. Je sais que c'est soudain. Je sais que l'Espagne n'est pas votre pays natal, et que ma proposition arrive à un moment où vous vous remettez encore d'une trahison. Mais je sais aussi avec une certitude que je ne peux pas expliquer, que vous êtes la femme avec qui je souhaite partager ma vie. Il s'agenouilla devant elle sur l'allée de gravier, indifférent à ses pantalons impeccables. Isabella Monroe, me feriez-vous le grand honneur de devenir ma femme, non par des arrangements conclus dans votre enfance, mais parce que nous nous choisissons librement, comme des égaux? Le temps sembla s'arrêter autour d'eux, le doux clapotis de l'eau contre la rive du lac, les cris lointains d'enfants qui jouaient, le bruissement des feuilles au-dessus d'eux, tout s'estompa dans l'insignifiance tandis qu'Isabella regardait dans les yeux de l'homme à ses pieds. Dans ce moment de parfaite clarté, Isabella réalisa que la réponse s'était formée dans son cœur depuis leur première rencontre. Alejandro était entré dans sa vie lorsqu'elle se croyait définie par le rejet et l'avait aidé à la place à découvrir sa propre valeur au-delà du rôle pour lequel elle avait été élevée. La femme qui avait été trahie à l'hôtel n'était pas la même femme qui se tenait dans le parc aujourd'hui. En quelques courtes semaines, Isabella avait commencé à se défaire des couches de conditionnement qui avaient façonné toute son existence. Avec Alejandro, elle entrevoyait la possibilité d'une vie fondée sur le respect mutuel et l'affection sincère plutôt que sur le devoir et les attentes sociales. Oui, chuchota-t-elle, puis plus fermement. Oui, je vous épouserai, Alejandro. Son visage se transforma de joie alors qu'il se leva pour glisser la bague à son doigt. Elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait été faite pour sa main seule. Car vous avez fait de moi l'homme le plus heureux, dit-il en portant sa main gantée à ses lèvres. Derrière eux s'éleva le son d'applaudissements. Tante Agatha, abandonnant toute prétention de ne pas écouter aux portes, s'approcha avec un large sourire. Bien joué, votre grâce, déclara-t-elle. Je commençais à craindre de devoir lancer des indices plus évidents. Tante, protesta Isabella en rougissant violemment. Quoi? Je suis une vieille femme qui n'a pas de temps pour des délais inutiles, répondit tante Agatha sans remords. Maintenant, discutons des plans de noces. Je suggère une petite cérémonie élégante avant votre départ pour l'Espagne. Inutile de donner aux commères plus de temps pour faire aller leur langue. Alors qu'ils rentraient dans le parc bras dessus bras dessous, Isabella était consciente des regards curieux dirigés vers eux. Le soir venu, tout Londres saurait que la femme rejetée par un duc avait capturé le cœur d'un autre, plus distingué. La narration était trop romantique, trop satisfaisante pour que même les mondains les plus cyniques puissent y résister. Mais pour Isabella, la vraie histoire était bien plus significative que n'importe quel commérage ne pouvait le saisir. En choisissant Alejandro, et en étant choisie par lui, elle avait fait le premier pas vers se définir selon ses propres termes. Le voyage à venir la mènerait loin du chemin tracé pour elle depuis sa naissance, par-delà des océans vers un pays qu'elle n'avait jamais vu. Pourtant, alors qu'elle levait les yeux vers l'homme à ses côtés, elle ressentit non pas de la peur mais de l'anticipation. La vie qui l'attendait en Espagne était inconnue, mais elle serait la sienne, une vie choisie plutôt qu'assignée,
un avenir construit sur l'amour plutôt que sur le devoir. Alors qu'ils atteignaient les portes du parc, Isabella aperçut une voiture familière passer, les armes de Richmond ornant sa porte. Par la fenêtre, elle entrevit le profil d'Édouard, son attention concentrée sur un document dans ses mains, ignorant sa présence. Il y a un mois, une telle rencontre l'aurait remplie de douleur et d'humiliation. Aujourd'hui, elle ne ressentit qu'un faible écho de ses émotions, éclipsé par la gratitude. Si Édouard ne l'avait pas rejetée, elle n'aurait jamais découvert sa propre force. S'il n'avait pas choisi Charlotte, Isabella n'aurait jamais trouvé Alejandro. Parfois, réfléchit-elle alors qu'ils continuaient leur promenade, ce qui paraît comme un cruel coup du sort n'est que le début d'une meilleure histoire. La nouvelle des fiançailles d'Isabella Monroe avec le duc espagnol se répandit dans la société londonienne avec une rapidité remarquable. Le soir même, chaque salon bourdonnait de l'histoire, comment la femme rejetée par un duc avait capturé le cœur d'un autre, plus distingué. La narration était trop romantique, trop satisfaisante pour que même les mondains les plus cyniques puissent y résister. Même le Morning Post publia un petit communiqué le lendemain, notant la heureuse alliance entre une illustre famille anglaise et la noblesse espagnole. Pour Isabella, cependant, les jours suivant ses fiançailles existaient dans une réalité séparée des commérages de la société. Chaque matin apportait une conscience fraîche du saphir qui ornait maintenant sa main. Non un symbole de devoir comme les perles qu'Édouard lui avait données le jour de leur mariage, mais un gage d'affection sincère et de choix mutuel. Lord Monroe, à la réception de la demande formelle d'Alejandro pour la main d'Isabella, répondit avec son pragmatisme caractéristique. Un duché espagnol est certes acceptable, écrivit-il dans sa réponse, livré par messager à la maison de ville de Tante Agatha. Bien que je suppose que les arrangements financiers seront minutieusement documentés avant toute cérémonie. Isabella lut la lettre de son père avec un mélange d'amusement et de résignation. Il n'a pas changé, dit-elle à Alejandro alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon de Tante Agatha à revoir leur plan pour le petit mariage qui aurait lieu avant leur départ pour l'Espagne. Tout reste une transaction pour lui. Alors nous devons être reconnaissants que notre mariage soit quelque chose de bien plus significatif, répondit Alejandro, sa main couvrant la sienne. En Espagne, nous avons une tradition, las arras matrimoniales, 13 pièces d'or que le marié offre à la mariée pendant la cérémonie, symbolisant son engagement envers son bien-être. Je vous en donnerai 13 000 si cela garantissait votre bonheur. Mais je soupçonne que votre bonheur ne peut pas être acheté avec de l'or. Non, convint doucement Isabella. Il ne peut pas. Bien que je l'avoue, je suis curieuse de toutes les traditions espagnoles que nous incorporerons dans notre cérémonie. Nous mêlerons le meilleur de nos deux cultures, promis Alejandro, tout comme dans notre vie commune. Les préparatifs du mariage avancèrent avec une rapidité remarquable sous la main efficace de Tante Agatha. Une petite cérémonie à St. George's à Hanover Square fut arrangée pour la première semaine de juin, laissant juste assez de temps pour une annonce convenable et le rassemblement des documents nécessaires, mais pas si longtemps que la société londonienne aurait une occasion excessive de spéculer ou d'interférer. Un mois c'est assez rapide, s'était inquiétée Isabella quand Tante Agatha avait proposé pour la première fois ce calendrier. Sottise, avait répondu sa tante. C'est tout à fait raisonnable pour une femme de votre âge, surtout compte tenu des circonstances. De plus, les obligations diplomatiques du duc exigent son retour en Espagne. Préféreriez-vous de longues fiançailles conduites principalement par correspondance? Isabella dut admettre qu'elle ne le préférerait pas. Après avoir passé toute sa vie à attendre de remplir un destin prédéterminé, l'idée d'un nouveau délai n'avait que peu d'attrait. À mesure que le jour du mariage approchait, Isabella se retrouva à s'installer dans une nouvelle réalité étrange. Ses journées étaient remplies de préparatifs, à choisir un trousseau modeste mais élégant adapté au climat espagnol, à étudier des livres sur sa future maison, et à pratiquer son espagnol avec la patience d'Alejandro. Ces soirées comprenaient souvent de petits rassemblements sociaux où elle et son fiancé étaient l'objet d'une intense curiosité et de vœux de plus en plus sincères. Vous semblez heureuse, observa Lady Pembroke lors d'un tel rassemblement, une soirée musicale au cours de laquelle Isabella venait d'interpréter une chanson folklorique espagnole qu'Alejandro lui avait apprise. Sincèrement heureuse, pas simplement résignée ou composée. Je le suis, répondit Isabella, surprise par cette prise de conscience. Je ne m'attendais jamais à trouver une telle joie après la sottise de ce garçon de Richmond. Lady Pembroke compléta quand Isabella hésita. Ma chère, parfois les plus grandes bénédictions arrivent déguisées en déception. Je soupçonne que dans 10 ans, vous regarderez en arrière ce jour à l'hôtel comme l'évasion la plus fortunée de votre vie.
3 jours avant leur mariage, programmée comme une modeste cérémonie à Saint-Georges à Hanover Square, un visiteur inattendu arriva à la maison de ville de Lady Harcourt. Le duc de Richmond demande une audience avec mademoiselle Monroe, annonça le majordome avec une désapprobation évidente. Isabella, qui était en train de passer en revue des expressions espagnoles avec l'aide patiente d'Alejandro, leva les yeux avec surprise. « Édouard est ici seul », confirma le majordome avec un regard significatif. Isabella échangea un regard avec sa tante, qui hocha la tête d'un air sombre. « Faites-le entrer dans le petit salon, Simons. Je le recevrai là. »« Êtes-vous certaine ?» demanda Alejandro, l'inquiétude évidente dans son expression. « Je pourrais vous accompagner. » Non, décida Isabella après un moment de réflexion. C'est une conversation que je dois avoir seule, pour fermer correctement ce chapitre de ma vie. Les yeux sombres d'Alejandro scrutèrent les siens. Comme vous le souhaitez, mais je serai tout prêt si vous avez besoin de moi. Isabella toucha doucement sa joue. Je le sais, et cela fait toute la différence. Édouard se tenait raidement près de la fenêtre lorsqu'Isabella entra dans le salon, le dos à la porte tandis qu'il regardait la place. Le soleil de l'après-midi illuminait ses cheveux dorés et ses larges épaules, la même silhouette qui avait jadis dominé ses rêves et ses attentes. Il se retourna au bruit de la porte, et elle fut frappée de voir combien il lui semblait diminuer par rapport à ses souvenirs. Toujours séduisant, toujours aristocratique, mais d'une certaine façon moins imposant que l'homme qui avait occupé son imagination pendant des années. Isabella, commença-t-il, puis se reprit. Mademoiselle Monroe, merci de bien vouloir me recevoir. Qu'est-ce qui vous amène ici, votre grâce, demanda Isabella en maintenant une distance polie. Elle garda délibérément sa main gauche avec la bague de saphir d'Alejandro visible alors qu'elle croisait ses mains devant elle. Les yeux d'Édouard se posèrent sur la bague avant de revenir à son visage. Je suis venu vous offrir mes félicitations pour vos fiançailles. Le duc de Valence est très respecté dans les milieux diplomatiques. Merci, répondit simplement Isabella. Bien que je doute que vous soyez venu uniquement pour transmettre des félicitations qui auraient pu être exprimées lors de n'importe quelle réunion mondaine. Un éclair de l'ancien Édouard, impérieux, légèrement impatient, traversa son visage avant qu'il ne se reprît. Non, je voulais vous parler en privé pour expliquer. Il n'y a pas lieu, l'interrompit doucement Isabella. Vos actions lors de notre mariage étaient une explication suffisante. L'étaient-elles vraiment? Contesta Édouard, une pointe du jeune homme arrogant qu'elle avait jadis idéalisé perçant dans son ton. Comprenez-vous vraiment pourquoi j'ai fait ce choix? Isabella l'étudia, voyant pour la première fois l'insécurité sous sa prestance aristocratique. Édouard Richmond, duc de Richmond, n'avait jamais eu de sa vie à s'expliquer à qui que ce soit, surtout pas à une femme, que le fait qu'il se sentit obligé de la chercher pour justifier ses actions révélait davantage de son caractère que n'importe quelle explication qu'il pourrait offrir. Je le crois, dit-elle calmement. Charlotte était plus jeune, plus vivace, peut-être plus docile. Elle représentait une meilleure opportunité d'assurer votre lignée avec de nombreux héritiers. Un choix pratique pour un homme principalement préoccupé par des considérations pratiques. Édouard sembla pris au dépourvu. Vous avez changé, observa-t-il. Oui, convint simplement Isabella. Un silence s'étira entre eux, rempli de tout ce qui ne pouvait pas être dit, comment son rejet l'avait brisé. Comment elle s'était reconstruite en quelqu'un de plus fort. Comment cette force lui avait permis de reconnaître un amour bien plus profond que ce qu'elle avait imaginé ressentir pour lui. Je ne suis pas venu pour justifier mes actions, dit Édouard après un silence gêné. Je suis venu parce que Charlotte ne va pas bien. La transition vers la condition de duchesse lui a été difficile. Elle peine avec les responsabilités, les attentes. Isabella sentit une pointe de sympathie pour sa sœur malgré tout. Charlotte avait été élevée en fille cadette jolie et charmante, jamais supposée porter les fardeaux pour lesquels Isabella avait été formée depuis sa naissance. Je suis désolé de l'apprendre, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Vous aviez été formée pour ce rôle toute votre vie, dit Édouard, une note de désespoir entrant dans sa voix. Vous l'auriez géré à la perfection. Je réalise maintenant que peut-être j'ai agi trop précipitamment. L'implication planait dans l'air entre eux. Isabella le regarda avec une nouvelle clarté. Il y a 3 mois, ces mots auraient tout signifié pour moi, dit-elle doucement. Aujourd'hui ils ne signifient plus rien du tout. Je vous souhaite à Charlotte et à vous tout le bonheur, Édouard. Sincèrement, mais mon avenir est ailleurs.
Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. Peut-être pourriez-vous essayer de voir Charlotte comme plus qu'une jeune et jolie mariée. Elle a ses propres forces, différentes des miennes. Si vous les cherchez, vous pourriez trouver une vraie partenaire plutôt qu'une simple duchesse. Édouard la regarda fixement, l'étonnement évident sur ses traits. Vous êtes devenue assez philosophe, Isabella. Non, philosophe, le corrigea-t-elle avec un petit sourire. Simplement plus sage quant à ce qui compte vraiment dans la vie. Bonne journée, votre grâce. Alors qu'elle refermait la porte derrière elle, Isabella sentit le dernier poids de son ancienne vie se soulever de ses épaules. Dans le salon, elle trouva Alejandro qui attendait anxieusement avec tante Agatha, qui ne fit aucune prétention d'être indifférente à la visite inattendue. Tout va bien, demanda Alejandro en scrutant son visage. Tout est parfait, l'assura-t-elle en prenant ses mains dans les siennes. Je suis exactement là où je dois être. Le matin du mariage d'Isabella se leva clair et lumineux, comme si la nature elle-même approuvait l'union sur le point de se conclure. Contrairement aux préparatifs élaborés de son premier mariage, ce matin était marqué par une intime sérénité. Martha l'aida à enfiler une simple robe en soie ivoire, nouvelle sans association avec son mariage précédent, tandis que tante Agatha supervisait l'arrangement des fleurs d'oranger dans ses cheveux. Pas de voile cette fois, avait décidé Isabella. Je ne veux rien de caché entre nous. Saint. Georges à Nové Square était modestement rempli d'un groupe sélect de l'élite londonienne, les amis de tante Agatha, quelques associés diplomatiques d'Alejandro, et une petite représentation de la famille Monroe. Lord et Lady Monroe étaient assis raidement dans le premier banc, leurs expressions mêlant résignation et calcul. Charlotte était manifestement absente, ayant prétendu une maladie soudaine l'empêchant d'assister. Alors que l'orgue jouait, Isabella descendit l'allée au bras de son père, ses pas assurés et son cœur stable. Contrairement à la première fois qu'elle avait parcouru ce chemin, aujourd'hui elle s'avançait non vers un étranger et un devoir, mais vers un homme qu'elle avait choisi, et qu'il avait choisi. Alejandro attendait à l'hôtel, ses yeux sombres ne quittant jamais son visage à son approche. Quand Lord Monroe plaça sa main dans la sienne, Isabella ne ressentit pas le transfert d'une propriété d'un homme à un autre, mais la jonction de deux égaux s'embarquant dans un voyage commun. La cérémonie se déroula sans interruption ni hésitation. Quand le prêtre demanda « Qui donne cette femme en mariage à cet homme ?» Lord Monroe répondit avec la correction formelle requise, mais Isabella connaissait la vérité, elle se donnait librement et les yeux ouverts. Alors qu'elle prononçait ses vœux dans l'église baignée de soleil, son regard ne quitta jamais le visage d'Alejandro, le visage d'un homme qu'il avait choisi pour elle-même, non pour son devoir, ses lignées ou les attentes sociales. Quand il glissa l'anneau d'or à son doigt pour rejoindre la bague de saphir des fiançailles, ses mains étaient stables et chaudes. « Je te prends pour femme », dit-il en son anglais accentué, puis il ajouta doucement en espagnol. « Avec cet anneau, je te donne mon cœur et ma vie. » Après la cérémonie, une petite réception fut tenue à la maison de ville de tante Agatha. Alors qu'Isabella se déplaçait parmi les invités au bras de son mari, le mot encore nouveau et merveilleux dans son esprit, elle croisa le regard de son père de l'autre côté de la pièce. Lord Monroe leva légèrement son verre en guise de reconnaissance, son expression impénétrable. C'était aussi proche d'une bénédiction qu'elle en recevrait de sa part, et Isabella trouva que c'était suffisant. « Êtes-vous heureuse, ma chère ?» demanda tante Agatha alors que la réception touchait à sa fin. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé possible, » répondit honnêtement Isabella. « Alors ma tâche ici est accomplie, » déclara sa tante avec satisfaction. « Bien que j'attende des lettres détaillées d'Espagne et peut-être une visite quand vous vous serez installé. »« Vous serez toujours la bienvenue », l'assura Alejandro en s'inclinant sur la main de la vieille dame. « Sans vous, je n'aurais peut-être jamais trouvé ma duchesse. »« Oh, vous l'auriez trouvée », répondit tante Agatha avec un sourire entendu. « Certaines choses sont simplement destinées à être. » 3 jours plus tard, Isabella Monroe, désormais Isabella de Mendoza, duchesse de Valence, se tenait sur le pont du navire qui les emporterait vers l'Espagne. La côte anglaise s'éloignait progressivement derrière eux, de plus en plus petite à chaque minute. Alors que leur navire s'éloignait des côtes d'Angleterre vers les côtes ensoleillées de l'Espagne, Isabella se tenait sur le pont à côté de son mari, regardant sa terre natale disparaître dans le lointain. La brise de juin portait l'odeur du sel et de la promesse, agitant les mèches de cheveux qui s'étaient échappées de son chapeau. « Des regrets ?» demanda doucement Alejandro, son bras assuré autour de sa taille. Isabella se tourna pour le regarder, cet homme qui avait reconnu sa valeur quand elle-même avait failli l'oublier.
Dans les semaines depuis leur première rencontre, elle avait découvert en lui non seulement un intellect vif et un caractère honorable, mais une tendresse qui avait aidé à guérir les blessures de son humiliation. Aucun, répondit-elle avec une parfaite sincérité. L'Angleterre était mon passé. Vous êtes mon avenir. Alors que le navire attrapa le vent et s'élança vers la Méditerranée, Isabella sentit une profonde paix l'envahir. Le chemin qui semblait si bien tracé depuis son enfance avait pris un tournant inattendu, l'amenant non pas à la vie pour laquelle elle avait été préparée, mais à celle qu'elle était destinée à vivre. Le soleil du sud de l'Espagne serait différent de la douce lumière de Londres. La langue, les coutumes et les attentes de sa nouvelle patrie la défieraient d'une façon qu'elle n'avait jamais anticipée. Mais avec Alejandro à ses côtés, Isabella faisait face à ce nouveau chapitre non avec de la peur, mais avec de l'enthousiasme. Elle était entrée dans le monde comme une fille promise à un duc depuis sa naissance. Elle quittait l'Angleterre comme une femme qui avait choisi son propre destin. Et dans ce choix, Isabella Monroe, désormais Isabella de Mendoza, duchesse de Valence, avait trouvé non seulement l'amour, mais elle-même. Le voyage vers l'Espagne dura 8 jours, au cours desquels Isabella découvrit qu'elle avait une affinité inattendue pour les voyages en mer. Tandis que beaucoup de passagers restaient dans leur cabine, souffrant du mal de mer, elle passait des heures sur le pont, fascinée par le visage sans cesse changeant de l'océan et la vaste étendue du ciel au-dessus d'eux. Vous auriez fait un fin explorateur dans une autre vie, observa Alejandro alors qu'il se tenait à la rambarde un soir, regardant le coucher du soleil peindre l'eau de nuances d'or et de cramoisi. Peut-être dans cette vie, je peux encore l'être, répondit Isabella. Il y a un pays entier qui m'attend à découvrir. Alejandro sourit en la rapprochant de lui. Et je serai votre guide. Bien que je vous avertisse qu'une fois que vous aurez vu Valence, vous ne voudrez peut-être plus jamais partir. Parlez-moi de notre maison, demanda Isabella en s'appuyant contre lui. Vous avez décrit le palais et les jardins, mais qu'en est-il des gens? Quelle sera notre vie quotidienne? Tandis que le crépuscule s'approfondissait autour d'eux, Alejandro peignit en mots un tableau de leur avenir, les anciens murs de pierre du Palacio de Mendoza surplombant la Méditerranée, les orangeries qui remplissaient l'air de parfum au printemps, le personnel qui servait sa famille depuis des générations et qui l'accueillerait comme leur nouvelle duchesse. Mon intendant Rodrigo est avec nous depuis avant ma naissance, lui dit-il. Sa femme Elena dirige la maison. Il se prépare à votre arrivée avec beaucoup d'enthousiasme. Je crois qu'Elena a déjà planifié les menus du premier mois pour vous introduire progressivement à la cuisine espagnole. Il semble merveilleux, dit Isabella, touchée à l'idée d'étrangers prenant autant soin de son confort. Ce sont de la famille, corrigea doucement Alejandro. Comme vous le saurez. En Espagne, les liens entre les maisons nobles et ceux qui les servent courent plus profond qu'en Angleterre. Des générations de Mendoza et des générations de leurs gens, vivant et travaillant ensemble à travers la guerre et la paix, la prospérité et l'adversité. Le dernier jour de leur voyage, la côte espagnole apparut à l'horizon, une ligne dorée sous un ciel d'un bleu brillant. À mesure qu'ils se rapprochaient, Isabella pouvait distinguer la ville portuaire de Valence, ses anciens murs et ses tours brillant dans le soleil de l'après-midi. Bienvenue en Espagne, mon amour, murmura Alejandro, son bras autour de sa taille alors qu'il se tenait à la rambarde du navire. Bienvenue chez vous. Le mot résonna en elle. Chez elle. Non la maison dans laquelle elle avait été élevée, ni le domaine de Richmond qu'elle avait été préparée à présider, mais un nouveau foyer de son propre choix. Alors que le navire manœuvrait dans le port, Isabella ressentit un élan d'anticipation et de joie. Sur le quai, un comité d'accueil les attendait. Le frère cadet d'Alejandro, Miguel, plusieurs fonctionnaires locaux et un contingent de domestiques en livrée Mendoza. L'accueil était chaleureux et effusif, avec un espagnol rapide qui challengea la compréhension encore en développement d'Isabella. Ils disent combien vous êtes belle, traduisit Alejandro alors qu'il roulait dans une voiture ouverte dans les rues de la ville vers le palais Mendoza. Et quelle chance j'ai eu de trouver une rose anglaise à ramener en terre espagnole. Isabella sourit, absorbant les vues et les sons de sa nouvelle maison, les ruelles étroites avec leurs immeubles à balcons, les marchés remplis de produits qu'elle n'avait jamais vus en Angleterre, les flèches de la cathédrale se dressant contre le ciel bleu. Tout était baigné d'une lumière dorée qui semblait rendre les couleurs plus vives, les sons plus musicaux, la vie elle-même plus intense que dans les grises atténuées de Londres. Le Palacio de Mendoza se dressait sur une colline surplombant la ville et la mer au-delà, ses murs de pierre dorée brillant dans le soleil de fin d'après-midi, alors que leur voiture franchissait les immenses grilles de fer et entrait dans une cour remplie de fontaines et d'orangers, Isabella sentit quelque chose de juste, d'appartenance qui la surprit.
Qu'en pensez-vous? Demanda Alejandro en regardant son visage alors qu'elle prenait en compte le palais qui serait désormais sa maison. C'est magnifique, répondit honnêtement Isabella. Plus beau que je ne l'imaginais. Une rangée de domestiques attendait pour les accueillir, menée par un vieux couple, Rodrigo et Elena, l'intendant et la gouvernante dont Alejandro avait parlé. Ils accueillirent Isabella avec des révérences formelles et des sourires chaleureux, leur espagnol lent et clair pour son bénéfice. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour son premier dîner en tant que duchesse de Valence, Isabella se tint sur le balcon de leurs appartements privés, regardant la Méditerranée. Le soleil couchant transformait l'eau en or en fusion, tandis que des bateaux de pêche rentraient au port avec leur prise du jour. « Êtes-vous heureuse ?» demanda Alejandro en la rejoignant à la rambarde. Isabella se tourna vers lui, cet homme qui était entré dans sa vie quand tout semblait perdu, et lui avait montré un monde de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginé. Profondément, répondit-elle en tendant la main vers son visage. Je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir ainsi, si libre, si vivante. C'est tout ce que je vous souhaite, dit-il en la serrant dans ses bras. D'être heureuse, d'être vous-même, non la femme que quelqu'un d'autre a décidé que vous deviez être, mais la femme que vous choisissez de devenir. Alors que le crépuscule s'approfondissait en nuit, les étoiles émergèrent au-dessus d'eux, les mêmes étoiles qui brillaient sur l'Angleterre, mais d'une certaine façon plus brillantes, plus nombreuses dans le ciel clair de l'Espagne. Isabella pensa au chemin qui l'avait amené ici, à la douleur du cœur qui avait finalement conduit à la joie. Le rejet d'Édouard, qui avait autrefois semblé la fin de son monde, n'avait été que le début d'une meilleure histoire. La trahison de Charlotte l'avait libéré d'une vie qui l'aurait confiné à un rôle plutôt que de lui permettre de devenir une personne à part entière. Elle était entrée dans le monde comme une fille promise à un duc depuis sa naissance. Elle avait quitté l'Angleterre comme une femme qui avait choisi son propre destin. Et dans ce choix, Isabella Monroe, désormais Isabella de Mendoza, duchesse de Valence, avait trouvé non seulement l'amour, mais elle-même. 6 mois plus tard, le Palacio de Mendoza se dressait splendide contre le ciel méditerranéen d'azur, ses murs de pierre dorée capturant la douce lumière de l'après-midi. Depuis la terrasse du jardin où Isabella était assise à dessiner, elle pouvait voir des bateaux de pêche ponctuant la baie en contrebas, leurs voiles blanches lumineuses contre l'eau bleu profond. Sur un autre paysage, mon amour? La voix d'Alejandro vint de derrière elle alors qu'il émergeait du palais, desserrant sa cravate dans la chaleur de l'après-midi. Isabella sourit à son mari. Pas aujourd'hui. J'écris à tante Agatha. Il s'installa à ses côtés sur le banc de pierre en jetant un coup d'œil à la longue lettre remplie de son écriture soignée. Et comment va la formidable Lady Harcourt? Elle s'épanouit comme toujours, répondit Isabella avec un sourire affectueux. Elle écrit qu'elle envisage de nous rendre visite le printemps prochain. Apparemment, la société londonienne est devenue fastidieusement prévisible en mon absence. Alejandro rit. Je l'attends avec impatience. Les observations de votre tante sur les coutumes espagnoles seront sans aucun doute divertissantes. Isabella posa son écriture. Elle a également envoyé des nouvelles des Richmond. Vraiment? Le ton d'Alejandro resta neutre, mais ses yeux trahirent son intérêt. Charlotte attend un enfant, dit Isabella, attendu pour l'été. Et apparemment, elle a surpris tout le monde en prenant un vif intérêt pour la gestion des domaines de Richmond. Tante écrit qu'elle est tout à fait transformée par rapport à la jeune fille légère qu'elle était jadis. Et comment cette nouvelle vous fait-elle vous sentir? Demanda doucement Alejandro. Isabella considéra la question honnêtement. Heureuse pour elle, dit-elle finalement. Sincèrement heureuse. Nous avons toutes les deux été façonnées par les ambitions de notre père, bien que de façon différente. Peut-être que Charlotte, comme moi, avait simplement besoin de la liberté de découvrir ses propres forces. Alejandro attrapa sa main, son pouce caressant la bague de saphir qui partageait maintenant son doigt avec une alliance en or espagnol. Vous avez un cœur généreux, Isabella. J'en ai un comblé, le corrigea-t-elle avec un sourire. Il est plus facile d'être généreux quand on ne manque de rien. Un domestique s'approcha en s'inclinant respectueusement. Vos grâces, la délégation de Madrid est arrivée. Merci, Miguel, répondit Alejandro. Veuillez les escorter jusqu'à la bibliothèque. Nous les rejoindrons sous peu. Alors que le domestique se retirait, Isabella se leva pour se préparer à accueillir leurs invités. Les représentants du roi étaient venus discuter des propositions d'Alejandro pour moderniser les ports de Valence, un projet qu'il avait développé avec la contribution inattendue mais précieuse d'Isabella.
prête à épater les hommes du roi par vos réflexions sur le commerce maritime, demanda Alejandro avec un sourire fier. Je le crois, répondit Isabella avec assurance. En Angleterre, son éducation avait été axée sur faire d'elle une duchesse ornementale, accomplie dans les arts et les langues, mais jamais dans des questions de véritable substance. Ici en Espagne, Alejandro l'avait encouragée à appliquer son intelligence à des affaires pratiques, valorisant son point de vue sur tout, des améliorations agricoles aux relations diplomatiques. Alors qu'il marchait bras dessus bras dessous dans les couloirs ensoleillés du palais qui était maintenant sa maison, Isabella réfléchit au voyage extraordinaire qui l'avait amené là, l'humiliation qui avait autrefois semblé insupportable était devenue, avec le recul, le premier pas vers un bonheur qu'elle n'aurait jamais pu trouver en tant que duchesse de Richmond. Parfois, dit-elle doucement à Alejandro alors qu'il s'arrêtait devant les portes de la bibliothèque, je pense à ce jour à l'hôtel quand Édouard a choisi Charlotte, et je me retrouve à vouloir le remercier. Le remercier, demanda Alejandro, surpris. Isabella hocha la tête, les yeux remplis d'amour en regardant son mari. Son rejet m'a libéré pour vous trouver, et en vous trouvant, je me suis trouvé moi-même. Alejandro porta sa main à ses lèvres. Alors moi aussi je dois être reconnaissant au duc de Richmond pour son profond manque de jugement qui a amené le trésor le plus précieux du monde sur mes rives. Avec le soleil méditerranéen ruisselant à travers les antiques fenêtres de leur maison ancestrale, le duc et la duchesse de Valence entrèrent ensemble dans la bibliothèque, égaux dans leur partenariat, unis dans leur dessein, et liés par un amour qui avait été choisi librement plutôt que dicté par le devoir. Et dans ce choix résidait toute la différence. Fin. Cher auditeur, la vie nous place parfois sur des chemins inattendus, des moments où tout ce que nous avions planifié semble s'effondrer. Comme Isabella, vous aussi vous faites peut-être face à votre propre version d'un hôtel vide ou d'une promesse brisée. Mais rappelez-vous, le destin que d'autres ont tracé pour nous n'est pas toujours celui qui nous apportera le vrai bonheur. C'est souvent précisément dans nos moments de plus grande douleur que s'ouvrent les portes de notre véritable vocation. Peut-être ressentez-vous aujourd'hui le poids du rejet, la brûlure de la trahison, ou simplement l'épuisement de suivre des attentes qui ne sont pas vraiment les vôtres. Sachez que cette douleur n'est pas la fin de votre histoire. C'est simplement un chapitre nécessaire à votre transformation. Tout comme Isabella a trouvé la force de reconstruire son identité et de découvrir un amour plus profond et plus authentique, vous aussi portez en vous une résilience que vous ne connaissez peut-être pas encore. Vos moments de plus grande vulnérabilité peuvent devenir le fondement de votre plus grande force. Reposez-vous ce soir en sachant que demain apporte de nouvelles possibilités. Permettez-vous de lâcher prise pour quelques heures, confiant que vous êtes protégé et soutenu par l'univers. Votre corps mérite le repos. Votre esprit mérite la paix. Et quand le soleil se lèvera à nouveau, rappelez-vous que vous n'êtes pas défini par les plans que d'autres ont faits pour vous, mais par les choix que vous faites vous-même chaque nouveau jour. Comme la duchesse de Valence l'a découvert, nos plus grands dons arrivent parfois déguisés en nos plus grandes déceptions. Je vous remercie pour votre compagnie dans ce voyage de découverte et de renouveau. Que vos rêves soient doux et votre réveil plein de sens avec une profonde gratitude, Legends of the Fall. Merci infiniment d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin. Aimez, commentez et partagez cette histoire si elle a touché votre cœur. Abonnez-vous à notre chaîne et soutenez-nous du fond de votre cœur. Votre soutien nous donne la force de continuer à créer des histoires remplies d'amour, de rédemption et de rebondissements inoubliables.